Je ne sais pas si vous avez vu. Hier, Macronus Fistus, qu'il ne va pas demander pardon à l'Algérie. Ok, pour la colonisation. D'accord. Très bien, très bien. Moi, je suis tout à fait pour ce genre de choses, mais c'est quand même quelque chose de très, très étrange, comment dire. Alors d'abord, on va lire un peu ça. Emmanuel Macron estime que la France n'a pas à demander pardon pour la colonisation en Algérie. Le président français est resté ferme sur ses positions tout en envoyant une demande d'apaisement à l'Algérie. Bon, après, c'est bien, hein. Mais, enfin, c'est bien, mais comme c'est lui qui le fait, c'est pas bien en fait. C'est ça qui est bizarre. Enfin bon, il faut le faire de toute façon, c'est quand même le président français, hein, même si ça me fait mal de dire ça. Mais... Dans un entretien avec l'écrivain algérien Kamel Daoud, pour Le Point, le 11 janvier, Emmanuel Macron s'est confié sur la relation complexe entre la France et l'Algérie. Les deux hommes ont notamment évoqué la colonisation des années 1954 à 62 et le président français a admis que prendre la parole sur l'Algérie est potentiellement périlleux mais indispensable. C'est pourquoi il a tenu à être clair sur ses positions, estimant que le pire serait de dire « on s'excuse et chacun reprend son chemin ». Je n'ai pas à demander pardon, ce n'est pas le sujet, le mot romprait tous les liens. A insisté Emmanuel Macron auprès de son interlocuteur. Travail d'amitié. Le président de la République a ensuite expliqué pourquoi la France n'avait pas à s'excuser. Selon lui, le travail de mémoire et d'histoire n'est pas un solde de tout compte, mais ces mots, le chef de l'État a tenu à expliquer qu'au contraire, c'était que dans l'histoire, il y a de l'inqualifiable, de l'incompris, de l'indécidable peut-être, de l'impardonnable. Poursuivant son argumentaire, Emmanuel Macron a cependant assuré vouloir poursuivre le travail d'amitié inédit. Bon, donc on va écouter, sauf que Macron avait dit ça. Le thème de la colonisation s'est invité aujourd'hui dans la campagne et c'est Emmanuel Macron qui a secoué la classe politique en qualifiant la colonisation française de crime contre l'humanité. Les mots sont forts, ils ont choqué la communauté pied-noir, mais le candidat assume ce soir et revendique un discours de vérité sur l'Algérie. Daniel Sportiello. C'est la phrase qui déclenche la polémique. Quand Emmanuel Macron, en visite à Alger, livre sa définition de la colonisation, un sujet toujours brûlant. C'est un crime contre l'humanité, c'est une vraie barbarie. Et ça fait partie de ce passé que nous devons regarder en face, en présentant aussi nos excuses à l'égard de celles et ceux vers lesquels nous avons commis ces gestes. Crime contre l'humanité, à Marseille, chez les Pieds-Noirs, l'expression ne passe pas. Cette colère de voir que l'on nous met toujours à cette sauce de repentance et avec des termes qui sont très forts. Et ça, je ne l'accepte pas. Et même si Emmanuel Macron tempère ses propos quand il déclare par exemple « Je ne veux pas qu'on tombe dans la culture de la culpabilisation », les réactions indignées ont fusé à droite, chez François Fillon notamment, et au Front National. D'où sa contre-attaque aujourd'hui. Dans une vidéo sur son site internet, il accuse ses adversaires d'instrumentaliser ses propos. Je ne céderai rien. Ah là 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 là, je me rappelais pas qu'il avait dit ça en plus après. Mon Dieu, mais cette tête de mongol là qu'il a. Rien à tous les responsables politiques qui aujourd'hui cherchent à instrumentaliser notre histoire, à instrumentaliser mes propos à des fins clientélistes ou électoralistes. Emmanuel Macron affirme avoir tenu un discours de vérité. Mais pour cet historien, sa démarche est politique. Cela change tout à fait. Ce qu'il a voulu, c'est visiblement se concilier l'opinion publique algérienne et l'appui des autorités algériennes en donnant satisfaction à une revendication de repentance qui est adressée à la France depuis 1995 par les gouvernements algériens successifs. Le candidat à la présidentielle cherche sans doute aussi à attirer à lui un électorat de gauche sensible aux thèses anticolonialistes. Bon, franchement, c'est hallucinant d'entendre ça. Donc, il vient de là, on est quoi? Ça devait être, c'était pendant la campagne, je crois, avant d'être élu. Donc, il avait dit ça. Incroyable. Et donc maintenant il vient de dire que la France n'a pas à demander pardon. Donc on n'a pas à demander pardon, mais c'est un crime contre l'humanité. Je te rappelle qu'il y a un autre crime contre l'humanité, on a dû demander pardon. Enfin, je veux dire, c'est... Enfin bon.
C'est complètement fou. Donc voilà, donc bon, moi je connais via mon père, via ma famille, une partie de ma famille, pas mal de Français d'Algérie, voire d'Arabes d'Algérie, de Tunisie, machin, tout ça. Et je peux vous dire que c'est horrible d'avoir entendu ça. Et pour pouvoir vous illustrer cette chose, j'en ai les larmes aux yeux rien que d'y penser, je vais vous montrer en fait quelque chose pour pas, en fait, si vous voulez, je veux pas réveiller en fait des haines et tout ça, parce que si vous voulez, les pieds noirs que j'ai rencontrés, pour la plupart, ils n'ont pas du tout la haine des, euh, des Algériens ou des Tunisiens. Vraiment pas, mais vraiment pas. Parce qu'il faut savoir, je l'ai expliqué hier, que les pieds noirs ont vécu pendant des années, pour la plupart, ils vivaient avec des familles. Bon, en général, c'est parce qu'ils travaillaient sur le domaine, parce que la plupart étaient agriculteurs, hein. Ils vivaient avec des familles. Et donc, en fait, eux, ils ont vécu avec pendant très longtemps. Beaucoup de familles. Donc, c'est 1830 à 1962. Donc, ça fait beaucoup d'années. Et donc, les pieds noirs n'ont pas du tout de haine. Par contre, ils ne supportent pas que non seulement on oublie ceux qui sont morts. Donc, je vais vous montrer un truc après. Ceux qui sont morts et qui sont disparus, donc tous ceux qui sont battus pour la France. On parle pas des putschistes, hein. Et c'est vrai qu'ils ont certains, ils pensent que De Gaulle aurait pu faire autrement. Pas, j'ai rarement entendu, on aurait pu garder l'Algérie. J'ai un peu entendu, mais bon voilà. Mais par contre, parler de crimes contre l'humanité, en fait, ça les insupporte parce que en gros, ça les horrifie parce que eux, il y en a beaucoup, même s'il y a eu un certain nombre de problèmes pendant la colonisation. Il y en a beaucoup qui ont vraiment vécu avec les Arabes de là-bas, avec les Algériens, qui n'étaient pas des Algériens à ce moment-là, qui étaient des Français. Enfin, non, justement, c'est pas exactement des Français. Mais ils ne supportent pas ça, c'est pas possible. Ils ont besoin de respect et de qu'on comprenne. Et d'ailleurs, moi, je me rends compte que beaucoup de gens pensent que les Algériens, les rapatriés sont des racistes. Ce n'est pas vrai du tout, c'est juste que eux, ils savent que c'est très compliqué de se mélanger en termes de culture entre les musulmans et les Français, les Algériens et les Français. Et donc c'est pour ça que eux, ils ont prévenu pendant des années que ça allait être très compliqué en France si on en importait énormément de musulmans d'Afrique du Nord. Voilà. Et donc ils ne veulent surtout pas, par contre, qu'on les méprise, mais ils ne veulent pas aussi réanimer la haine, ils ne veulent pas récupérer leurs terres, machin, tout ça. Ils veulent qu'on les respecte. Et aussi, par exemple, un truc qui est passionnant, c'est de voir à quel point les Français d'Algérie ne supportent pas ce qu'on a fait aux Harkis. Donc ils sont des Arabes, donc s'ils étaient racistes, vous m'expliquez un peu. C'est toujours ce truc en fait de ceux qui se sont battus pour la France, ceux qui se sont battus aux côtés de certains soldats français et tout ça. Donc j'avais halluciné par rapport à une cérémonie, les gens qui insistaient alors que c'était des blancs, voilà, hein, les Français racistes, qui insistaient pour qu'on reconnaisse les Harkis. Et ça fait des années, les Harkis, c'est les Arabes qui se sont battus pour la France et qui ont été massacrés et abandonnés et parqués après quand on a fait la fin de la colonisation. Donc je vais passer un truc assez dur. Donc il y a une association qui est en train de créer un site parce que en gros il y a environ 1800 personnes qui sont manquantes, qui ne savent pas, on ne sait pas où elles sont, si elles sont mortes ou pas même. Bon, a priori elles sont mortes maintenant depuis les 62. Mais pas sûr parce que bon, il reste un certain nombre et un certain nombre de gens qui sont manquants. Et donc en fait, les gens de cette association, donc ça s'appelle la Maison des agriculteurs et français, attends, c'est quoi déjà? Et français d'Afrique du Nord. Donc c'est de tout le Maghreb, les trois pays anciennement colonisés. Des gens ont disparu pendant l'époque de la guerre. Et donc en fait, cette association a fait un site pour pouvoir les retrouver. Enfin, les situer. Donc les gens, les rapatriés du monde peuvent aller, enfin de la France, peuvent aller voir où
les dernières informations qui ont été trouvées par rapport à cette personne et voir à quel endroit ils ont disparu. Et en tout cas, c'est comme en fait un site web, vous verrez, qui sur une carte a toutes les tombes en fait de ces gens qui ont disparu et où on estime qu'ils ont disparu à tel ou tel endroit. Et donc en fait pour pas promouvoir mais pour accompagner en fait ce site qui va sortir, je crois pas qu'il est sorti encore, cette association a fait une vidéo avec 2 témoignages extrêmement durs sur ce qui s'est passé en Algérie pour des Français d'Algérie. Donc c'est assez choquant, c'est assez dur, mais c'est très important. Je voulais la passer depuis un moment. Bon, après, ça fait pas longtemps que je fais la chaîne. C'est aussi pour ce genre de choses que j'ai fait cette chaîne. C'est pour partager ce genre de choses. Donc je mettrai le lien et je vais vous laisser écouter. Et j'en reparlerai après. 62. Les choses sont quand même de plus en plus tendues. Il y a des enlèvements tous les jours. Et c'est comme ça qu'un jour, je vois qu'une 2 chevaux que je ne connais pas arrive et passe le portail. Et là, tout se déclenche en quelques secondes. Hein. Les 2 hommes qui sont à bord ne me sont pas connus. Les 2 enfants sont dehors. Freya se jette sur les enfants. La porte de la voiture s'ouvre. Un bras sort. Et à ce moment-là, bon, si vous voulez, c'est quelques secondes. Et moi, je tire. Je vise les pneus. Et la voiture, bien sûr, démarre sur 3 pattes puisqu'elle a un pneu crevé. Et Jean et Anne sont sains et saufs. Colette décide alors de quitter l'Algérie avec ses enfants pour se réfugier en Aveyron, dans la famille de son mari. Lui préfère rester sur place pour les récoltes. J'ai une vision. Et une vision, je vis un enlèvement. Je vois mon mari qui part, qui a... Et puis, je rentre me coucher. Et le lendemain matin, l'oncle et la tante de mon mari arrivent. Et ils sont là, ils n'osent pas me parler. Je leur dis, mais que se passe-t-il? Hier, Georges n'est pas rentré à son domicile. Il était parti le matin, il n'est pas rentré le soir. 1700 Français ont disparu en Algérie entre 1954 et 1963. 60 ans après la fin de la guerre, Graines de mémoire veut leur offrir une lumière en guise de sépulture. Le projet Graines de mémoire est une volonté d'une association à laquelle j'ai été associé. Juste là, ce qu'on voit à l'écran, c'est la sépulture qu'il y a. Putain, je crois que soit c'est à Perpignan, je veux pas dire de conneries, soit c'est à Paris devant, je sais plus où c'est, putain, on m'a dit, mais elle est très très belle celle-là de sépulture avec les noms qui défilent, c'est impressionnant. Bon. En tant qu'historien, parce qu'il fallait justement avoir beaucoup de précision pour faire un site qui soit le plus historique possible. Et j'ai eu l'autorisation, par dérogation, à aller au service historique de la Défense, aux Archives nationales Outre-mer, pour regarder l'ensemble des cartons qui portaient sur les disparus et sur les enlèvements. On y trouvera le nom, le prénom, date et lieu de naissance, le lieu d'enlèvement, si on l'a, le lieu de la mort, parce que la personne a pu être enlevée à un endroit précis et avoir été tuée à 30, 40, voire 50 km de là. À terme, Graines de mémoire rendra aussi hommage aux 5178 victimes du terrorisme en Algérie. Madeleine, institutrice, et Félix... Donc moi j'ai rencontré la personne, le fils de ces 2 personnes. Et j'ai pu discuter avec lui. C'était poignant. Et là, le témoignage qu'il va y avoir est Vala, maire de Thierville, ont été assassinés par un commando du FLN le 8 avril 1958. Lorsque nous avons pris le chemin qui mène à la ferme où nous habitions, une embuscade
a été tendue par des terroristes. Nous avons eu un déluge de feu sur la voiture. Ma mère nous a crié de nous cacher entre les deux sièges de la voiture. Et mon père a été touché par des balles, il a perdu le contrôle de la voiture qui est allé percuter un arbre. La voiture étant immobilisée, les terroristes sont arrivés. Nous étions cachés, mais on voyait tout ce qui se passait par les vitres de la voiture, bien sûr. Donc ils ont égorgé mon père. Ils ont ouvert, du côté de ma mère, ils ont ouvert la porte et l'ont tué à bout portant, à bout touchant, d'une chevrotine dans la tête, qui a fait exploser la tête. Nous avons reçu toutes les matières cérébrales. Personnellement, j'ai été grièvement blessé, j'ai pris plusieurs balles de mitraillette. Mes parents sont enterrés à Thierville, dans un cimetière relativement préservé par rapport à d'autres cimetières d'Algérie, mais quand même profané. Et je ne suis jamais allé me recueillir sur la tombe de mes parents. Et pourtant, nous avons besoin de penser à eux. Et pourtant, nous avons besoin que ces morts existent, même virtuellement. D'où le projet Graines de mémoire. Bon, voilà, donc c'est vraiment... Moi, si vous pouvez partager cette vidéo, n'hésitez pas. Bon, c'est pas pour faire un buzz. C'est juste pour dire qu'il y a eu des choses vraiment dures des deux côtés. Mais donc voilà, donc on peut voir que le témoignage est très, très dur. C'est un témoignage qui peut être partagé. Je mettrai le lien de la vidéo dans la description de cette vidéo. Donc voilà, donc c'est quelque chose de très très dur. Il faut faire très attention avec ça. Et en tout cas, le truc qui va pas du tout, c'est ce principe de la repentance. Moi, c'est ce que je dis parce que j'ai pas de... Moi, je suis petit-fils de rapatriés, pas d'Algérie, de Tunisie. Et je sais qu'on devait partir, que c'était le fait de l'histoire, c'est comme ça. Mais le truc qui m'insupporte, en fait, c'est ce principe de la repentance. Et même, il y a d'autres repentances aussi, où je suis pas d'accord du tout, même s'il faut reconnaître le crime contre l'humanité qu'il y a eu pendant la guerre de 40. Moi, je ne suis pas pour la repentance. C'est d'ailleurs ça qui, pour moi, a commencé dans les années 70 avec des mecs comme Bernard-Henri Lévy à faire que la France se déteste. Je ne supporte pas ça. Voilà, on doit assumer notre histoire et on ne doit pas toujours se flageller. C'est pas possible. Donc Macron, ce qu'il a fait, c'était incroyablement grave pour le crime contre l'humanité. Et là, le fait qu'il ne demande pas pardon, c'est plutôt pas mal. Mais bon, c'est très étrange venant de ce personnage. Alors, que nous dit ce cher Bernard Lugan? Ça m'embête parce que je ne sais pas quand est-ce qu'il a écrit cet article-là. Bon. Alors. Voilà, donc c'est bien au début, je pense, mais parce que vu ce qu'il dit... Alors, Bernard Lugan, lorsque Macron avait parlé de crimes contre l'humanité, je pense. Lancé sur le marché de la politique tel un nouveau smartphone, vous êtes, monsieur Macron, un ignorant, butor, dont les propos concernant la colonisation sont doublement inadmissibles. Alors, je suis désolé, je n'ai pas la verve et le phrasé de notre cher Bernard Lugan qui est incroyable, mais je vais essayer de pas trop fourcher sur son article. Alors, premier point. En premier lieu, parce qu'ils furent tenus à agir devant ces rentiers de l'indépendance qui, pour tenter de cacher leurs échecs, leur rapine à la mise en coupe réglée de leur pays, mettent sans cesse la France en accusation. Certains qui parmi votre auditoire applaudirent à vos propos d'hommes soumis, C.F. Welbeck, et devant lesquels vous vous comportâtes effectivement en dhimmi, sont en effet ceux qui, le 1er novembre 2016, publièrent un communiqué exigeant que la France, présente des excuses officielles du peuple algérien au peuple algérien pour les crimes commis durant les 132 ans de colonisation et pour les crimes coloniaux perpétrés à l'encontre du peuple algérien afin de rappeler les affres de la répression, de la torture, de l'exil, de l'extermination et de l'aliénation identitaire, car l'histoire du colonialisme restera marquée par ces crimes de sang et ces pratiques inhumaines.
Candidat à la présidence de la République française, vous avez donc donné votre caution à de telles exigences, autant outrancières qu'insultantes. Ce faisant, vous vous êtes fait complice des pressions et chantages que l'Algérie exerce à l'encontre de la France afin d'obtenir d'elle une augmentation du nombre des visas ou tel avantage diplomatique ou financier. En d'autres termes, vous auriez donc pu être poursuivi pour atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation. Et je pense qu'il n'y a pas que à ce niveau-là, mais bon. 2. Ensuite, parce que vos propos constituent non seulement un recul de l'état des connaissances, mais également le viol de ce consensus historique auquel étaient arrivés les historiens des deux rives de la Méditerranée. Or, par ignorance ou par misérable calcul électoraliste, vous les avez piétinés. Au nom de quelle légitimité scientifique avez-vous d'ailleurs pu oser les tenir? Avez-vous seulement entendu parler des travaux de Jacques Marseille, de ceux de Daniel Lefebvre ou encore des miens? Oser parler de crimes contre l'humanité, maladroitement rectifié en crimes contre l'humanité. Crime contre l'humain, au sujet de la colonisation, revient en réalité à classer cette dernière au niveau des génocides du XXe siècle, et qui est proprement scandaleux. Sur ce terrain, vous voilà donc encore plus en pointe que Christiane Taubira, ce qui n'est pas peu dire. Pierre Vidal-Naquet, pourtant militant de la décolonisation et porteur de valises assumé du FLN, a écrivé à ce sujet. Assimiler peu ou prou le système colonial à une anticipation du Troisième Reich est une entreprise idéologique frauduleuse, guère moins frelatée que l'identification ascétif de la répression coloniale au four crématoire d'Auschwitz et au nazisme. Ou alors si les massacres coloniaux annoncent le nazisme, on ne voit pas pourquoi la répression sanglante de la révolte de Spartacus, ou encore la Saint-Barthélemy, ne l'aurait pas tout autant annoncé. En histoire, il est dangereux de tout mélanger. Un sottisier peut-il tenir lieu d'œuvre de réflexion? L'air du temps de la dénonciation médiatique, le contexte social, économique et politique actuel est encore fécond et continuera à générer de telles tonitruances idéologiques à vocation surtout médiatique. J'ajoute les électoralistes. Vous devriez pourtant savoir, monsieur le candidat à la présidence de la République, qu'en créant l'Algérie, la France donna un nom à une ancienne colonie ottomane, traça ses frontières, unifia ses populations, y créa une administration et toutes ses infrastructures. Ce faisant, y aurait-elle commis un crime contre l'humanité ou contre l'humain? Les chiffres de l'accroissement de la population ne semblent pas l'indiquer puisqu'en 1830, la population musulmane de l'Algérie n'excédait pas 1 million d'habitants, alors qu'en 1962, elle avait bondi à 12 millions. Okay. Serait-ce donc en commettant des crimes contre l'humanité que la France, ses médecins et ses infirmiers soignèrent et vaccinèrent les populations et firent reculer la mortalité infantile? Serait-ce parce qu'elle commettait des crimes contre l'humanité que chaque année, à partir du lendemain du second conflit mondial, 250 000 naissances étaient comptabilisées en Algérie, soit un accroissement de 2,5 à 3% de la population, d'où un doublement tous les 25 ans. À ce propos, relisons René Sédillot. La colonisation française a poussé l'ingénuité ou la maladresse jusqu'à favoriser de son mieux les naissances, non seulement par le jeu des allocations familiales, mais aussi par la création d'établissements hospitaliers destinés à combattre la stérilité des femmes. Ainsi les musulmanes, lorsqu'elles redoutaient d'être répudiées par leurs maris, faute de leur avoir donné des enfants, trouvaient en des centres d'accueil dotés des moyens les plus modernes tout le secours nécessaire pour accéder à la dignité maternelle. L'histoire n'a pas de sens, Paris 1965, page 71. Donc ça c'est du livre de Monsieur Sédillot. Enfin, puisque vos propos indécents tenus à Alger obligent à faire des bilans comptables, c'est marrant parce que, enfin c'est pas marrant du tout, mais c'est ce dont on parlait aussi avec Omar Sy, à propos du Sénégal, c'est quand même fou. Il parle de bilan comptable. Enfin, puisque vos propos indécents tenus à Alger obligent à faire des bilans comptables, voici, monsieur le candidat à la présidence de la République, celui qui peut être fait au sujet de l'Algérie française. En 132 années de présence, la France créa l'Algérie, l'unifia, draina ses marécages, bonifia ses terres, équipa le pays, soigna et multiplia ses populations, lui offrit un Sahara qu'elle n'avait jamais possédé après y avoir découvert et mis en exploitation les sources d'énergie qui font aujourd'hui sa richesse. Comme je ne cesse de l'écrire depuis des années, en donnant l'indépendance à l'Algérie, la France laissa 70 000 kilomètres de routes, 4 300 km de voies ferrées, 4 ports équipés aux normes internationales,
une douzaine d'aérodromes principaux, des centaines d'ouvrages d'art, ponts, tunnels, viaducs, barrages, etc. Des milliers de bâtiments administratifs, de casernes, de bâtiments officiels qui étaient propriété de l'État français, 31 centrales hydrauliques ou thermiques, une centaine d'industries importantes dans le secteur de la construction, de la métallurgie, de la cimenterie, etc. Des milliers d'écoles, d'instituts de formation, des lycées, des universités. Dès l'année 1848, et alors que la conquête de l'Algérie était loin d'être achevée, 16 000 enfants, en majorité musulmane, étaient scolarisés. En 1937, ils étaient 104 748. En 1952, 400 000 et en 1960, 800 000 ou presque 17 000 classes, soit autant d'instituteurs dont les 2/3 étaient français. Pierre Joannard, Algérie, l'œuvre française, Paris, 1986. En 1962, il y avait en Algérie un hôpital universitaire de 2000 lits à Alger, 3 grands hôpitaux de chef-lieu à Alger, Oran et Constantine, 14 hôpitaux spécialisés et 112 hôpitaux polyvalents, soit le chiffre exceptionnel d'un lit pour 300 habitants. Tous ces équipements, toutes ces infrastructures, tous ces établissements ainsi que les personnels qui les faisaient fonctionner avaient été payés par la France et avec l'argent des Français. Monsieur le candidat à la présidence de la République, je vous poste ce jour en recommandé, je pense, mon dernier livre, Algérie, l'histoire à l'endroit, afin que vous puissiez mesurer l'abîme séparant de la réalité historique de vos inacceptables propos. Voilà. Donc de Bernard Lugan et Monsieur Idéchir. Et je vous conseille aussi, il y a cette vidéo où Bernard Lugan répond à Berkoff, c'est tout récent là, celle-là, enfin 1 an à peu près, exceptionnel. Il parle de ce que je viens de lire. Voilà, donc Macron, qui joue avec l'histoire et qui est en fait le pire président que la France ait jamais eu, qui est un traître à la France, se permet de faire des choses incroyables et après retourne complètement son argumentaire en nous sortant maintenant qu'il ne demandera pas pardon. Voilà, donc